Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Huawei G8, qui est donc le milieu de gamme de chez Huawei, donc en dessous du Mate S, près du Honor 7. Et donc, il y a pas mal de petits arguments plutôt sympas pour son prix, surtout pour un Huawei et non pour un Honor, où là, le marketing prend un peu plus de place. On notera d'ailleurs que le design a été légèrement modifié par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur Huawei, le design du Mate faisant une très bonne impression. Aujourd'hui, on est sur quelque chose d'un petit peu différent et ça fait pas de mal, et c'est même plutôt sympa. Huawei, en termes de design, ils sont très forts. En effet, on a déjà eu le cas avec le Mate, qui a fait très forte impression. Le problème, c'est que c'était du 6 pouces. Mais au-delà de ça, ils font des designs très réussis et toujours très bien finis. Quelque chose dont on n'a pas encore trop l'habitude, on va dire, en France avec les Chinois, puisqu'en général, chinois veut dire cheap, qui veut dire aussi mauvaise qualité, comme on peut voir avec certaines autres marques. Huawei, eux, ils prennent un chemin très différent, puisque là, ils se frottent directement aux grosses marques. Et pour 350 €, au-delà des Honor qui sont dans un autre modèle économique, ce qui explique le prix à 300 €, là, on est sur un modèle économique avec justement un côté marketing plus prononcé. On est quand même sur du métal, sur du vrai bon métal, sur tout l'ensemble de l'appareil. On a toujours ces petites parties. Alors ça c'est plutôt sympa, ça change par rapport aux autres de la gamme. C'est que là on a une partie plastique plutôt sympa. On prend un peu l'idée du Honor 7, c'est-à-dire un peu un petit motif strié. Mais en plastique, mais là c'est tout arrondi, c'est plutôt sympa, ça va avec l'appareil photo je trouve, et avec l'ensemble du design, et ça permet de changer un petit peu le design. En bas, on a toujours le haut-parleur avec une partie micro aussi. Donc, ça fait qu'il y en a un où c'est haut-parleur et l'autre micro, avec la micro USB. À gauche, nous n'avons juste que le tiroir SIM. Donc, toujours très important. Tiroir SIM où on va pouvoir mettre donc soit deux nano SIM, soit une nano SIM et une carte SD. Au-dessus, on a le micro secondaire et la prise jack. Au dos, on a bien sûr l'appareil photo de 13 mégapixels, flash dual tone, lecteur d'empreintes, donc qui est dans la même veine que ce qu'on a sur les autres Huawei. Huawei, bien sûr, les marques toutes bêtes qui font pas très beau. En façade, on a Huawei, donc ça, très classique. On a ici donc le haut-parleur, hop, qui bien sûr est enfoncé, donc forcément il y a des choses qui se mettent dedans, ce que je déteste. Capteur de luminosité. Et aussi, donc la caméra avant de 5 ou 8 mégapixels, je ne l'ai plus en tête. On a bien sûr les idées des antennes ici et ici pour que ça passe mieux. On a même un écran qui est 2,5D. Alors c'est quelque chose, comme c'est du 2,5, c'est un peu difficile à montrer, mais elle est bien 2,5D ici. Je sais pas si ça se voit. Donc ça c'est le truc, voilà, c'est plutôt sympa, on a sur un design qui est plutôt réussi. Donc pareil avec cette bande noire, alors j'essaie de trouver un endroit. Donc voilà, au niveau des bords, on est sur des bords quand même légèrement imposants comme ça. Le fait est qu'en plus, donc on l'a en haut et en bas comme d'habitude. Rotation auto. Je sais pas si ça va, voilà. On peut voir ici, on voit pas trop ici. Alors je vais voir si, hop, en inversant. Voilà. Donc voilà, on a tout un pourtour bien sûr noir. C'est toujours quelque chose que je déteste sur ce qui est blanc, c'est qu'on a toujours ce truc noir, alors qu'en noir on ne les a jamais. Et ça je comprendrai jamais pourquoi. Donc ça c'est le truc qui me saoule un peu. Parce que ça casse un peu le design je trouve. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est quand c'est éteint, ça fait très classe, ça fait super bien, bord à bord, tout ça, et quand on l'allume, hop, bah en fait, pas vraiment. En fait, c'est là ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils ont mis un, euh, enfin derrière, en gros, fond d'écran, ils ont fait quelque chose de foncé, ce qui fait qu'on ne voit pas tout ça, mais dès qu'on va sur quelque chose de clair, bah là ça se voit tout de suite. Donc c'est un petit peu mensonger, je trouve, c'est un peu dommage. Et c'est quelque chose qui persiste, c'est pas que Huawei qui fait ça, c'est un peu toutes les marques. Donc ça c'est quelque chose qui m'exaspère un peu, parce que ça casse le design. Je préfère que ce soit bien tout blanc, ce sera plus beau, mais je pense qu'après ça casserait un peu le côté bord à bord. Ça, c'est le truc. Mais en tout cas, je trouve que c'est un design qui est réussi, qui fait penser plus du côté de Samsung avec cette partie arrondie, alors que d'habitude on a quelque chose de beaucoup plus carré que ça. Euh, on a un design qui, voilà, on reprend aussi donc la plupart des codes de chez Huawei, on retrouvera notamment l'appareil photo avec
cette partie photo qui est comme ça, hein, ouais, vous voyez un petit peu en vinyle, on va dire, j'ai pas d'autres mots. Euh, Après le Huawei qui est vraiment ici, pour moi c'est très con, mais j'aime bien quand il y a la marque affichée au devant de l'appareil, ça lui donne un peu plus de personnalité, ça dit à qui il appartient en gros. Alors que la plupart des marques, bah ça disparaît. Et entre ça et ça, bah il y en a un où il y a de la personnalité, on sait tout de suite à qui il appartient, on peut deviner le modèle, et l'autre, alors c'est une façade noire, bon, il est noir aussi. C'est une façade noire, il n'y a rien de marqué dessus, on sait pas. Ça, c'est très con, hein, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Euh, et pour moi, c'est important. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le design? Ah oui, on a aussi donc la touche ici Power. Alors, c'est une habitude aussi chez Huawei, c'est d'avoir une sensation différente entre le bouton volume et le bouton Power. Ce qui fait que c'est assez bizarre, on a toujours une différence. On peut regarder sur tous les téléphones, on a quelque chose de légèrement différent pour pouvoir le différencier justement. Je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose, c'est juste pour faire joli ou je sais pas. Moi c'est vraiment, je me fais plus par rapport à la taille en fait, enfin à l'endroit où il est positionné, plus que par la sensation sous le pouce parce que c'est très discret. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas voilà, pour 350 euros, on a quand même un design qui est super bien réussi, en métal, de très bonne facture. Vraiment, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que c'est vraiment un design réussi. Pour 350 euros, je m'attendais pas à un design aussi réussi. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus plastique. Au final, c'est du vrai métal. Euh, Quand je l'ai pris, c'était vraiment voilà, pour tester parce qu'il avait l'air vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment abordable. En tout cas, en termes de design, à part le Galaxy Alpha, il y a les Galaxy A5. On est vraiment face au Galaxy A5 entre le A5 et le A7. On est un peu en dessous du A7. Donc voilà, en termes de concurrence, voilà, il est dans la bonne moyenne, il est même un petit peu moins cher que la concurrence directe qui est Samsung. En tête, après en France, je vois pas d'autre chose, mais en concurrence directe, vraiment, c'est bien positionné. On est vraiment en face d'un concurrent très sérieux. En termes de surcouche, on aura à peu près la même chose, mais avec des options moins que sur le Mate S. Donc c'est quelque chose qui est plutôt complet. Le EMUI est pas encore très mature. Apparemment, le EMUI 4.0, là on est en EMUI 3.1, en 5.1 si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça tout de suite. Euh, donc le EMUI 3.1, c'est une surcouche qui est encore, voilà, on est en 5.1. C'est une surcouche qui est encore un petit peu brouillonne, qui n'est pas totalement terminée. EMU 4.0 devrait arriver sur le téléphone et devrait changer la donne. Pour avoir vu quelques petites choses dessus, c'est plutôt encourageant. Mais le problème, c'est que là, sur cette surcouche, là, alors là, on est avec un Snapdragon 615. Sur cette surcouche, le téléphone a des gros soucis. Notamment, en fait, quand on ouvre parfois des applications, les animations sont vraiment pas belles. En fait, on se retrouve, voilà. En fait, c'est tout bête, mais par exemple, ce petit Google, là, normalement, il est censé être fluide. Et là, bah, souvent, il ne l'est pas. Et ça reste tout bête, par exemple, comme ça. Mais ça peut arriver sur beaucoup, beaucoup d'applications. Et on peut avoir, ça peut être, il y a beaucoup de soucis en fait. On va se retrouver avec les mêmes soucis que le Motorola Moto X-Play, c'est-à-dire que on va avoir par exemple, oui, normalement là ça va. C'est notamment par exemple la petite pastille, là où ça se voit le plus, c'est la petite pastille Messenger, donc de Facebook Messenger, qui peut être ultra lente ou on va dire qu'il manque beaucoup beaucoup d'animation, d'images par seconde. On va avoir aussi, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là en plus on n'a pas internet forcément. Mais en gros, c'est pas fluide. C'est vraiment pas fluide. On se retrouve avec le même problème que Motorola, c'est-à-dire qu'il y a des fois où ça va être fluide, puis d'un coup, on sait pas pourquoi, ça va pas être fluide de tout, ça va être dégueulasse, ça va être juste horrible à utiliser. On va avoir un souci en fait, dans le sens où, hop, je sais pas si ça va se voir. Non, là, ça se voit pas. Mais normalement, ça peut être vraiment. Là, c'est à peu près fluide. Donc, on va dire normal, on va dire. Mais il y a des fois où, en fait, vous voyez, quand je le referme, là, c'est pas très fluide, par exemple. C'est pas très grave, mais il y en a, c'est vraiment pas fluide et c'est lent aussi. Le souci, c'est que parfois, ça peut être super lent. Là, on va voir quelque chose de plutôt correct en termes de vitesse. On a quand même 3 Go de RAM et tout. Mais il y a des moments, sans aucune
c'est souvent en fait quand on laisse un peu le téléphone allumé quelques temps, souvent après une nuit, bah là le téléphone va commencer à être lent, mais vraiment très lent, hein. C'est pas genre un petit peu, j'emmerde les gens et j'y vais sur le côté un petit peu, comment dire, alors j'essaie de le faire, de le montrer, mais pour l'instant ça va, comme je viens de l'allumer. Euh, Comme au bout de quelques temps, c'est comme le Motorola, il va devenir super lent. Mais vraiment. Mais je sais pas pourquoi. Et c'est un problème en fait sur certains téléphones. Alors, il y a que Oppo et Asus actuellement qui arrivent à bien le maîtriser, mais beaucoup ils se sont cassés les dents. Beaucoup. Il y a eu Xiaomi, donc il y a Huawei, il y a Motorola. Je sais qu'il y a d'autres acteurs, il y a Sony aussi. Euh, Tout cela, je sais qu'ils se sont cassés les dents sur celui-là, sur ce processeur. Pour moi, c'est un processeur raté. Le problème, c'est qu'ils l'ont intégré parce que bah, il est plutôt bien répandu et ça permet d'avoir une communauté derrière. Là, le problème, c'est que les performances, bah, ça suit pas, quoi. C'est vraiment problématique. On va être sur vraiment quelque chose au bout de quelques temps, va commencer à vous montrer de sévères problèmes. Et là où j'ai le plus de soucis, parce qu'en fait, c'est plus violent que sur le Motorola, c'est surtout pour écrire. En fait, alors, je vais pas pouvoir vous montrer, je pense pas. Parce que moi, j'ai. Alors, bon, déjà, par exemple, le clavier qui a mis un peu de temps et qui lag à arriver en plus, pour écrire, ça a été parfois un calvaire. Parce que moi, j'écris beaucoup sur mon téléphone. Euh, et en fait, je sens une légère latence. Alors là, ça va plutôt bien. Je pense que comme le téléphone vient d'être allumé pour l'instant, ça va. Là, il réagit plutôt bien. Là, il a pas pris mon va. Va savoir pourquoi. Il ne l'a pas mis. Alors qu'il est bien mis. Là, je suis allé jusqu'au A, mais vous voyez, par exemple, bah, pour lui, je suis pas allé jusqu'au A. Je suis allé avant. Et là, il me le met en majuscule. Je sais pas pourquoi. Et en fait, ça se sent surtout l'écriture. C'est le plus chiant. Moi qui swipe beaucoup, j'écris que en swipe. Et ben, c'est extrêmement agaçant. C'est là où c'était le plus agaçant. Euh, Pourquoi il m'a mis en anglais? Alors, en plus, je suis en français belge, je sais pas pourquoi, mais c'est super agaçant. Euh, Parce que on va se retrouver en fait à sentir toujours cette petite latence tout le temps. Et c'est super agaçant. C'est le problème. C'est le problème de la surcouche. Au-delà de ça, la surcouche en elle-même fonctionne plutôt bien. Donc on est sur du EMU 3.1, donc quelque chose de très classique aujourd'hui. On peut voir, en termes de stockage, on va être aussi sur du 32 Go de base. Donc ça c'est aussi pas mal du tout pour 350 euros. La plupart des acteurs se cantonnent à faire du 16 Go et peut-être un peu parfois sur certains modèles du 32. Là on est sur du milligramme avec du 32 et ça c'est super appréciable. Là ça montre un peu la voie, le fait que voilà, il faut quand même passer à du 32. On est sur 16 depuis des années déjà, et il faudrait peut-être passer à plus. Le souci sur l'empreinte digitale, c'est qu'on va être très limité. En termes d'options, on n'a pas grand-chose. On a le minimum, donc prise d'appel, prise de photo vidéo, annulation, affichage de panneaux de notification, mais on n'a pas beaucoup de choses en fait. Donc ça, on a ce qui est classique. Mais on n'a pas beaucoup de choses. Pareil aussi au niveau du lecteur d'empreintes, pareil, il est lent. C'est-à-dire que là, il réagit plutôt bien. Et parfois, en fait, il va mettre un peu de temps. Pareil, pour le déverrouiller, là, ça va être rapide. Mais il y a des moments, mais il faut attendre beaucoup plus que ça. Quand on est habitué au Honor 7, au Mate S, bah, c'est lent, hein. C'est vachement lent. Alors après, il faut savoir que sur le Kirin, ils ont un coprocesseur qui fait qu'ils s'occupent justement de ces parties-là. Mais là, c'est vraiment lent. Et même face au Oppo, que j'ai là en test, le R7 Plus, il est lent. Parfois, il galère. Et je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Donc, c'est plein de petites choses. En fait, tout le problème du téléphone vient du processeur. Et ça, c'est problématique. Alors, peut-être qu'avec une 4.0 ou avec des correctifs, parce que le téléphone est quand même suivi, ça s'améliorera. Mais c'est le plus gros souci du téléphone, c'est que parfois, il peut se retrouver très lent. Donc, à la limite, si vous le redémarrez tous les jours, ça peut passer. Mais ça peut être vraiment problématique tous les jours. Qu'est-ce que je peux dire par exemple? Oui, on sent que le téléphone, il y a des options cachées pour, je pense, mettre en avant plus le haut de gamme parce qu'il a plus d'options. Normalement, sur tous les Huawei, tout ce qui est sous MUI, on peut afficher la vitesse. Bah là, on ne l'a pas. On a l'option, mais au final, quand on la cherche, elle n'y est pas. Alors, c'est plein de petites choses comme ça. Ils ont supprimé, c'est un peu, on va dire, habituel chez tous les constructeurs, ils suppriment des choses pour montrer que, voilà. Que bien évidemment, là on est sur du milieu de gamme, on n'est pas sur le haut de gamme.
On a l'application musique, on peut voir que s'il est en haute qualité ou non. Donc c'est une application qui est assez jolie, qui est assez design. Après c'est du MUI, on va se retrouver avec, par exemple, un appareil photo avec pas mal d'options, qui représente beaucoup le souci comment dire, le souci de cette surcouche, c'est qu'elle est très brouillonne. On a plusieurs modes ici, on a des modes ensuite, hop, on a des modes ici, alors là ils sont plus limités, normalement on en a 9, là on en a 6, c'est plus limité. Mais voilà, et on a après, on a d'autres options qui sont dans les paramètres. Donc tout ce qui est ici, contrôle audio, selfie parfait, capture des sourires, stabilisation optique d'image, des choses comme ça. Tout est ici. Donc ce qui fait que ça c'est un peu, on sent tout de suite en fait, c'est là où on sent le plus que le téléphone est un peu, enfin la surcouche est encore un peu brouillonne, mais apparemment avec UMU 4.0, des retours que j'ai, ça s'est beaucoup amélioré. On a toujours ce système de thèmes. Alors il faut avoir la SIM pour pouvoir en profiter pleinement et pouvoir chercher de nouveaux thèmes. Donc on a par exemple Clean. Alors ça va être vraiment au niveau en fait du fond d'écran et des icônes que ça va changer. Ça peut aller un peu plus loin aussi avec par exemple ici la barre de notification qui peut changer, mais c'est souvent en fait c'est plus les icônes qui vont changer. Donc voilà, petite chose à savoir. Il faut avoir une SIM pour pouvoir en télécharger d'autres. Ça, c'est un peu le truc un peu bizarre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, ouais, je connais tellement EMUI que j'en suis tellement habitué maintenant que je sais plus trop quoi dire sur la surcouche parce que c'est tellement la même chose à chaque fois. On a toujours bloc-notes, gestionnaire de téléphone que j'ai montré très rapidement, donc optimisation, voilà, quelque chose de très classique chez les Chinois. Donc pour vider la mémoire, vider les caches, les choses comme ça, on peut vérifier au niveau du centre de notification, gestion des flux, économie d'énergie. Le mode ne pas déranger, gestion des bulles de notification. Donc ça, c'est par exemple Messenger, des choses comme ça. Donc là, tout est par défaut autorisé. Voilà. Petit défaut que je trouve à la surcouche, que je reprochais la même chose au Mate S, c'est aussi au niveau des icônes, les icônes un peu plus européennes, des applications un peu plus européennes, qui n'ont pas de design propre. Tout ce qui est Google, par exemple, c'est Google avec un petit fond, mais c'est pas redesigné spécifiquement pour EMUI, ça c'est dommage. On a aussi donc Happy Geek, YouTube, quelque chose d'aussi basique de YouTube, bon, voilà. Mais voilà, plein de petites choses font que voilà, c'est un petit peu dommage là-dessus. Il n'y a pas cette petite dans le détail en fait, il manque des petites choses. Et au-delà de ça, le souci, comme je l'ai dit, du processeur qui casse un peu tout l'ensemble de l'expérience utilisateur à mon goût. Alors ça peut être suffisant pour beaucoup de monde, mais comment dire, il y en a pour les plus exigeants, ça va être problématique. Après, moi je pense que vu qu'il y aura UMUI 4.0, ça devrait changer un peu les choses, parce que là apparemment au niveau de l'optimisation c'est bien meilleur. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ah oui, on a aussi, alors non, c'est pas ça que je voulais montrer, c'était le style de l'écran d'accueil. Il faut savoir qu'on a aussi la version simple, donc ça peut être bien pour les gens un peu âgés qui sont pas trop habitués à ce type de choses. Ça permet d'avoir quelque chose de plus simple tout en ayant un téléphone design. À vous de voir après si c'est pertinent ou non. Système de sécurité, donc on peut chiffrer le téléphone, quelque chose de classique. On peut sauvegarder, réinitialiser. Donc faut savoir qu'on peut faire en fait une sauvegarde. Alors je sais plus où. Une sauvegarde de tous ces trucs. Gestion des applications. Donc ça classique. Applications connectées. Donc ça c'est pour vous voulez par exemple si vous voulez choisir si c'est accès aux données mobiles. Donc si vous faites ça par exemple, hop. Si vous faites ça, il n'aura plus du tout accès quand vous serez en 3G, 4G, et il n'aura pas accès à Internet. Donc vous n'aurez pas les infos. Mais ça peut être utile pour des applications qui consomment beaucoup en fond et vous voulez pas qu'il accède à la 4G parce que vous avez par exemple encore un forfait très limité. Donc ça peut être intéressant. Navigation à une main, donc si vous voulez par exemple mettre en une main, vous faites comme ça, vous faites un petit glissement comme ça. Changement de clavier, donc là, si vous voulez qu'il soit réduit aussi. Donc moi j'ai changé de clavier, ce qui fait que ça représente un peu, ça refait à peu près la même chose. On a la barre de navigation, on peut choisir en fait les touches, ça c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Les inverser ou ajouter aussi l'ouverture du panneau de notification. Donc vous voyez, c'est ajouté ici en bas. Et si j'appuie, ça va descendre automatiquement. Bon, sachant qu'on a aussi le lecteur d'empreintes pour le descendre, voilà.
Alors ce qui est plutôt bien par contre sur ce lecteur d'empreintes, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on peut déverrouiller ce téléphone écran éteint. Il faut savoir que à part Oppo apparemment il n'y en a pas d'autre, il faut toujours à chaque fois l'allumer pour que ça le fasse. Et ça c'est vraiment pratique et il y a des petites fonctions supplémentaires, ça qui est vraiment très pratique. On peut même supprimer, vous voyez, j'ai supprimé les notifications qu'il y avait là. Donc en descendant encore une fois, ça supprime tout. C'est tout bête, mais je trouve que c'est super pratique. Et je terminerai là-dessus, voilà. C'est une surcouche qui est encore brouillonne, mais qui commence à arriver à maturité. Et voilà, le souci, c'est le processeur qui la casse tout un petit peu en termes d'expérience utilisateur. Il faut espérer que des mises à jour améliorent tout ça. Au niveau de l'écran, on se retrouvera avec un écran de 5.5 pouces, donc de l'IPS. Alors là, c'est pas de l'IPS Neo, on se retrouve avec un IPS classique, donc un peu moins de contraste que le Neo, qui est très bien réputé d'ailleurs. Mais pour autant, c'est pas une mauvaise dalle d'ailleurs, c'est plutôt une bonne dalle. Alors, on a en termes de luminosité, une luminosité minimum qui est plutôt pas mal du tout, et une luminosité maximum qui est plutôt très bonne. Au niveau des couleurs, on se retrouve avec des couleurs de bonne qualité aussi, on a plutôt bien fait. On a juste le rouge qui aura tendance à légèrement, mais moins que les IPS Neo, à légèrement dominer par rapport au reste. Sinon, nous avons dans les températures de couleurs, donc on peut régler bien évidemment les couleurs, et là c'est assez large, peut-être plus large que les IPS Neo, parce que là on peut voir que ça peut devenir vraiment très bleu ou très jaune. Je trouve que le spectre en fait de choix est plus large que le reste. Au-delà de ça, donc on a donc des très bons angles de vision, comme on peut voir, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je terminerai pour dire qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus. On a vraiment un ensemble qui est vraiment très correct, même à 350 €. C'est pas de l'IPS Neo, mais ça se défend très bien. Le seul souci, c'est un peu le contraste qui est un peu en retrait. Après, ils ont tout fait pour que ce soit plutôt bien déguisé avec cette image. Mais là, on peut voir un peu entre le noir ici et le noir là, que c'est pas exactement la même chose. Mais on est sur quelque chose vraiment, voilà, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. On voit juste le rouge qui ressort quand même, qui ressort pas mal. Même ici, ça tend un petit peu à ressortir. Mais au-delà de ça, on est vraiment sur des couleurs très correctes. Voilà. On peut avoir un spectre assez large. C'est surtout le rouge qui ressort. Un petit peu, je trouve, moins que par exemple le Mate S ou le Honor 7, par exemple, où ça avait tendance vraiment à beaucoup ressortir. Là, on est sur des couleurs vraiment correctes. Donc, pareil, donc là, pour 350 € aussi, on a une dalle de très bonne qualité. On se retrouve sur la partie son, et là, ça pète un peu. Là, on a un haut-parleur qui est très, très puissant. Bon, alors par contre, le souci, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on peut vraiment cacher le son. Hein. Donc en jeu, ça se ressentira, sûrement quand je vais faire dans la partie jeu, mais ça a tendance à être plutôt bien foutu, surtout ceux qui le prennent comme ça. Voilà, on peut avoir quelque chose de très correct. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on met le jack, hop. Donc on a bien sûr le DTS. Hop, on va prendre quelque chose qui bouge un peu plus. Ah oui, c'est vrai, forcément. Donc là, on va se retrouver avec du TTS, donc si vous le voulez. Mais le DTS, je trouve justement qu'il a tendance à déformer le son. Et au final, on se retrouvera avec un son qui est plus correct en normal. En DTS, ça aura vraiment tendance à devenir l'aigu un peu trop perçant et les basses trop fortes en fait. Et les médiums sont plus mis de côté. En classique, je trouve que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus équilibré. Donc c'est là où il est le mieux en termes de jack. Après, le souci, comme tous les Huawei et les Honor, c'est qu'on a juste DTS. On ne peut pas faire de réglage, on peut juste l'activer ou le désactiver. Donc voilà, à votre choix, mais voilà, de mon côté, je trouve que c'est pas très intéressant de faire ça. Si on pourra sûrement le voir plus avec du métal. Hop. Alors on va aller dans les... tac, ici, celui-là, il est pas mal. Alors, si on revient dans le son. En fait, ça sent ici, c'est vraiment beaucoup plus perçant au niveau des cymbales. Et les voix sont plus mises en retrait.
Là, c'est mieux, c'est plus agréable à écouter. En termes de photos, alors là malheureusement j'ai que le photo là parce que les autres sont sur la carte SD malheureusement. Les photos, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Je suis plutôt étonné là-dessus pour un milieu de gamme. Et quand je dis étonné, c'est même par rapport au Honor 7. Le Honor 7 a quand même un des derniers capteurs, l'IMX30. Là, je sais pas trop ce que j'ai pris en photo. Donc l'IMX30, alors on va essayer de mettre avec un autre appareil. On va l'ouvrir. Là, on se retrouve avec un ancien capteur, enfin un autre capteur qui est forcément normalement moins performant, mais en l'état, en fait, Huawei a plutôt bien optimisé l'appareil. Et on se retrouve avec un appareil de très bonne facture en termes de détail. On peut voir là, au niveau du détail, on est sur quelque chose qui est vraiment, vraiment bon. On a des bonnes couleurs, ça ressort vachement bien. Le focus est plutôt bon, les détails, enfin, tout est plutôt bon. En fait, la différence qu'on aura par rapport au Honor 7, par exemple, c'est surtout la vitesse de capture. Mais en termes de détail, on est sur quelque chose de vraiment très, très correct. Je suis même étonné, justement, qu'il fasse de si bonnes photos. Ça m'a étonné la première fois. Il se défend super bien. En faible luminosité, il aura un peu plus de mal, mais ça reste plutôt correct, même face à la concurrence. J'ai vraiment été étonné, c'est une bonne surprise. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. En plus de ça, donc au niveau des modes, on a un mode embellir, donc style selfie, ou un mode gourmet. Donc là, on va avoir quelque chose d'un peu plus chaud au niveau des couleurs, et ça permet de bien faire ressortir, en fait, par exemple, des plats. C'est le mode gourmet. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà montré et vous pouvez regarder avec le Honor 7. C'est le même principe. Enfin, c'est la même chose, hein. En termes de vidéo, on se retrouvera avec vidéo, hop, il faut aller ici directement du 1080p, donc 1080p correct. Qu'est-ce que je peux dire? On a de la timelapse, après il faut aimer le timelapse. On a en plus de ça droit à différents effets si vous voulez vous amuser. Donc on a bien sûr du HDR, filigrane, note audio. Et après, c'est tout. Il manque pas mal de choses. Il manque par exemple le ralenti, le nuit noir, des choses comme ça qui sont sur les autres Huawei. Là, on est plus limité, forcément, pour du milieu de gamme. Sur la façade, ici, alors, on a quelque chose qui se répand, mais pas sur celui-là. On est sur donc un appareil. Hop, voilà, il me fait je sais pas quoi. Ah oui, timelapse, hein, je s'en fous. Donc, ce qu'il y a de plutôt bien, c'est que déjà on peut voir qu'on a un bel angle de vue. Donc ça, quelque chose qui est propre à Huawei avec les groupies. Donc voilà, donc niveau détail, on est sur quelque chose d'assez de correct. Hop. Donc voilà, on a en fait ce petite chose. Alors pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de flash à l'avant, en fait ça va être l'appareil. Donc si je le... Alors peut-être que si j'éteins... On va faire comme ça. Non. Donc ça va augmenter, alors ils le disent, augmenter la luminosité de l'écran en cas de faible éclairage. En gros, ça va faire en sorte, ça va compenser avec la lumière de l'écran. Bon, ça reste limité. On a l'embellir, bien sûr, on a maquillage. Donc si vous voulez avoir un meilleur maquillage, donc voilà, donc si vous voulez vous amuser aussi avec ça, tout simplement, voilà, on peut même faire... Alors ils ont mis avec rouge à lèvres, mais voilà, c'est vraiment pensé pour les filles. Voilà, quelque chose à savoir. Et d'ailleurs, donc on est sur du 5 mégapixels pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, donc quelque chose de très complet en appareil photo, toujours, mais c'est toujours assez brouillon chez Huawei. C'est le petit truc qui fait défaut, on en a partout. Et ça, c'est le problème, c'est ce que je disais dans la surcouche. C'est qu'on en a partout, on en a ici, on en a ici, on en a ici, et on en a en slidant sur les côtés. Donc ça fait beaucoup, hein. Il faut aller chercher un peu partout si on veut trouver la bonne option. C'est quelque chose qui est un peu bizarre chez eux, mais c'est comme ça. Mais bon, ça reste quand même un truc qui est quand même très complet. On est sur quelque chose voilà, un appareil photo qui est vraiment très correct pour le prix, assez étonnant, je trouve. En termes d'autonomie, on sera sur un appareil qui est plutôt autonome. On sera aux alentours du Mate S, donc Mate S qui lui a l'avantage d'avoir de la l'AMOLED. C'est-à-dire que là, il a un S615 qui est censé un peu moins consommer. Après, le MUI est toujours un peu consommateur, un peu beaucoup consommateur en veille, c'est toujours le problème. Quelque chose qui devrait être réglé avec UMI 4.0, du moins je l'espère. Depuis le temps, il faudrait qu'il le règle ça. Malgré ça, donc on peut arriver à faire 5 à 6 heures dans la journée, mais je pense qu'on peut faire plus si la veille est mieux gérée. C'est encore le souci, c'est que parfois la veille est
trop consommatrice et c'est un peu le problème du téléphone. Au-delà de ça, voilà, on est sur une autonomie qui est assez correcte, même en Bluetooth 4G. Voilà, on est sur du 4h30 minimum à jusqu'à 6h. Je parle sans jeu, donc réseaux sociaux, etc., navigation, quelque chose d'assez classique. Il a une batterie de 3100. Donc normalement, avec les prochaines mises à jour, il devrait quand même mieux gérer. Après, on peut aussi incriminer 5.1 qui fait que ça a un peu descendu la mise en veille de pas mal d'appareils. Et ça se ressent malheureusement. On va dire que ça arrange rien pour Huawei. Mais bon, voilà, c'est correct, ça aurait pu être mieux. Il faudra attendre de voir avec de futures mises à jour en espérant que ça améliore tout ça. Mais apparemment, Mi 4.0 devrait régler ce problème. On verra ça bientôt. Au niveau de AnTuTu, je vais se retrouver avec un score de 34 536 points. On est sur la version 6.0 et je vous préviens, je vais le faire pendant environ un mois sur tous les tests que je vais faire. Je vais abandonner AnTuTu Benchmark puisque pour moi, ça ne représente plus rien. Mais plus rien du tout parce que tout est prévu, on va dire, pour juste gonfler les scores. Pour ceux qui seraient un peu un manque de bons scores, mais c'est tout. Et je trouve que c'est problématique et voilà. Et en plus de ça, il nous manque des scores qui nous permettent de visualiser un peu ce que ça vaut. Et je vais le remplacer par PC Mark. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'appareil? Donc voilà, il est hors classement, il est tout en bas, donc il est dans la moyenne des S615, c'est-à-dire très moyen pour un petit octa-core milieu de gamme. On est en dessous d'un S801. En termes d'infos, donc on est sur un Android 5.1 64 bits, donc on est sur un octa-core, donc 1,5 GHz et 1 GHz, donc 4 x 1,5 et 4 x 1. Un Adreno 305, résolution 1920p bien évidemment. Ensuite on a donc 32 Go de RAW, 3 Go de RAM. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, une fréquence du processeur, donc l'Adreno 405 est entre 220 et 550 MHz. Voilà, on a l'avantage en plus d'avoir un dos en métal, ce qui fait que ça ne va pas trop poser de problème au niveau de la chauffe. Et donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Une petite chose, voilà, un processeur qui je trouve assez moyen, et je le répète, donc AnTuTu Benchmark d'ici un mois, donc d'ici début d'année prochaine, sera abandonné pour laisser place à PC Mark, qu'on va regarder tout de suite après Geekbench et GFX pour le mettre un peu pour l'instant après, et ensuite il remplacera celui-là. Au niveau de Geekbench, on se retrouve avec un score de 687 et 2858, donc on est en deçà de ce qu'on peut trouver du côté de chez Qualcomm, juste de chez Qualcomm. Donc on est en dessous du Snapdragon 801, donc comme on peut le voir ici. On peut aller aussi en dessous du MT6752 et du Helio X10, qui sont ses concurrents principaux du côté de chez Mediatek. On est aussi en dessous du Kirin 935, qu'on retrouve sur l'Honor 7, entre autres, et même du Kirin 920. Et ici on se retrouve équivalent. Alors il faut savoir qu'avec les mises à jour, normalement Qualcomm fait mieux. On se retrouve en dessous de ce que fait chez Qualcomm, de ce que fait chez Mediatek, de ce que fait chez Kirin, tout ça quoi. Donc ça c'est vraiment problématique. On est sur un Snapdragon 615 qui est très moyen. Voilà, on est sur un Snapdragon 615 de toute façon, qui je trouve est l'un des gros ratés de chez Qualcomm cette année. Qualcomm n'a pas réussi grand chose. Le 615 n'est pas une réussite du tout, puisque malheureusement, autant au niveau des scores que dans la pratique, il est mauvais, et c'est le souci. Donc là, on est sur quelque chose de tout juste moyen. Donc, à la limite, il aurait mieux fallu utiliser un Snapdragon 801. Si on regarde par rapport au Zuc Z1, qui est donc la filiale de Lenovo, et donc on est avec du Snapdragon 801, on se retrouve avec un score qui est 2 fois inférieur sous Manhattan et 100% inférieur sur T-Rex. Ce qui est quand même assez énorme. Hop, et il est parti, il en avait... Hop, non, c'est pas ça que je voulais. Donc voilà, sous le Snapdragon 800, on est sur quelque chose d'assez énorme. On va aller chercher du côté de Huawei. On a le P8 déjà. Si on compare, même le P8 se targue quand même d'être supérieur au Snapdragon 615, qu'on peut voir en 1080 jusqu'à... Déjà une différence, pourtant on est sur du 1080p, mais entre 30 et 50%. Ici, T-Rex légèrement supérieur. Et le reste, on est sur quelque chose de supérieur du côté de chez Huawei. Si on regarde le X10, on va regarder le Helio X10, donc avec le Redmi Note.
Donc Redmi Note 2, voilà. Et on va se retrouver voilà, entre 38 et 50%, pareil. 60% sur T-Rex. Et globalement, on va être sur quelque chose de supérieur. Donc voilà, on est sur quelque chose quand même qui est étrangement, voilà, qui ne tient pas le coup. Et ça, c'est vraiment dommage. On est voilà, sur vraiment quelque chose de très moyen. Et ça fait quand même un peu mal, hein, faut l'avouer clairement. Que Qualcomm, bah voilà, Qualcomm n'arrive plus à suivre par rapport à ce qu'il faisait avant. Et ça, c'est vraiment dommage. Si on compare ensuite, à quoi on pourrait comparer d'autres? On a par exemple le K50 avec le MT6752. Et là, on se retrouve pareil avec des scores légèrement supérieurs globalement. Donc voilà, donc K50, le MT6752 se peut trouver en France déjà aux alentours de 200 €, voire peut-être un peu moins. Bon, le Snapdragon 615 aussi avec le Alcatel exceptionnellement, mais globalement le Mediatek est moins cher à équivalent, sachant que c'est pas trop son équivalent on va dire. Enfin on a le MT6752 et le Helio X10 qui lui est quand même bien supérieur. Donc voilà, donc c'est quand même assez particulier, c'est assez dommage. On est sur quelque chose de pas terrible du tout. C'est dommage qu'on ait ces problèmes-là. Si on compare, allez, une petite dernière comparaison. Pour le fun, on peut comparer le... à quoi on pourrait le comparer? Le Diamond S, non. J'essaie de trouver... Allez, avec le processeur aussi, le Exynos 54 20 ou 33, je sais plus, qui assure le Galaxy S5 version Exynos, donc avec le processeur Exynos, et on se retrouve aussi avec des scores bien supérieurs, donc entre 40 et 60% de différence, c'est quand même toujours aussi énorme. Donc le Snapdragon 615 est vraiment l'un des moins bons processeurs de 2015 en termes de milieu de gamme, et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment une grosse déception. Sur PC Mark, on se retrouve avec un score de 3809 points, donc en World Performance. Donc, si on regarde par rapport au classement, on se retrouve en face du Galaxy S4 Duo ou du HTC Desire Eye, ou encore au-dessus du Z3 Compact. On se retrouve normalement en dessous du Mi 3, ou encore, si on regarde de la table S, du Z3, de la Teclas P90 HD ou du Z5S. Comme premier test sur ce bench, c'est un peu particulier. Voilà, on se retrouve en dessous du Note Edge ou du Note 4 encore, du Zenfone 6 aussi. C'est très étonnant, mais pourquoi pas. En dessous du Oppo Find 7A. Alors on est en dessous après de pas mal de téléphones. Voilà. Donc bon, ça reste encore un benchmark que je vais tester, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. J'ai testé ça sur 3-4 appareils, et je verrai ce que ça vaut au final, si je le garde ou pas, parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est très particulier, donc je ne sais pas. On se retrouve sur Asphalt 8. Et donc là, sur Asphalt 8, on est sur des performances tout à fait correctes. Donc le dos du téléphone chauffe un petit peu, c'est normal. On est sur du métal, ce qui fait que c'est bien dissipé, et ce qui fait que ça ne perturbera pas trop votre expérience. Ça n'ira pas vous brûler les mains. Donc ça, c'est quelque chose dont Huawei est plutôt bon dans ce domaine. Donc ça c'est plutôt agréable, puisque voilà, on n'aura pas de soucis, on va pas se brûler les mains dessus. Encore heureux vu les performances du Snapdragon 615. Donc là on est en élevé, on n'a pas le choix avec très élevé, forcément, puisque le processeur est milieu de gamme, donc Gameloft limite un petit peu par rapport à ça. Ensuite, voilà, donc là on est sur quelque chose, sur des performances assez correctes. On n'est pas sur quelque chose d'ultra fluide, on a quelques petites pertes de FPS par-ci par-là, mais ça reste assez correct, hein. Ce sera vraiment pour les plus exigeants. Bah déjà, les plus exigeants ne choisiront pas ce processeur, puisque forcément, il n'est pas trop fait, il n'a pas été vraiment conçu pour des grosses performances. Je sais pas, voilà, c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas, voilà, je regarde la caméra juste pour regarder, et bah, forcément, je rentre dans une voiture.
Mais bon, là, sur les jeux des classiques type Asphalt, on va être sur quelque chose de très fluide en tout cas. Donc ça reste, voilà, ça reste très bon. Enfin, bon, on va dire rien d'exceptionnel en soi, mais dans les futurs jeux, ceux qui demanderont le plus de performance, bah bien sûr, le processeur ne sera pas du tout au point puisque il commence un petit peu à montrer. Voilà, c'est pas, on est loin d'être le meilleur. Heureusement, les jeux Android sont faits pour être joués sur un maximum de téléphones, ce qui fait que normalement, pour la plupart des jeux, ça devrait tourner sans problème. Donc là, on se retrouve sur Riptide, pour ceux qui connaissent, donc c'est un jeu aussi assez mythique. Donc Riptide, c'est un jeu de bateau avec pas mal d'effets graphiques, qui a maintenant quelques années, il a un peu plus de 2 ans si je dis pas de bêtises. Là, on sent quand même au niveau des performances, on sent que c'est pas forcément très fluide. Euh, Dès qu'il y a un petit peu trop d'effets, là, il commence un peu à ralentir. Donc ça, c'est quelque chose... Voilà, là, on le sent, il y a quelques petites baisses. Est-ce que c'est à cause de la chauffe? Je ne sais pas, mais on sent quelques petites baisses. Et là... Donc là, c'est... Voilà, on est vraiment sur le type de jeu typique où il y a beaucoup d'effets. Là, on sent que c'est très fluide, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets. Dès qu'il y a un petit peu d'effets, il a tendance un petit peu à faiblir. Donc là, on sent que je commence un peu à maîtriser le jeu. Je joue pas souvent, mais là, voilà. Là, on a eu une petite baisse et je sais pas pourquoi. Là, on sent que je mets le doigt sur le parlant, on sent tout de suite. Hein, j'ai juste tourné, donc ça, c'est pas pratique. Par contre, c'est le petit souci du haut-parleur comme ça. C'est pas pratique du tout. Voilà. Donc un jeu en tout cas, voilà, c'est plutôt fluide, mais on sent quand même quelques petites baisses de temps en temps. Voilà. Oh là, bah là, et surtout ici. Donc je pense que c'est là où il y a le plus de choses à afficher. Il a un peu de mal. Voilà, on est sur un processeur voilà, qui est sur du 1080. Il est peut-être fait plus pour du 720 et à la limite du 1080. Et comme aujourd'hui, la plupart des téléphones, pour montrer qu'ils sont vachement bien, il faut des écrans 1080. Bah, tout le monde s'est mis au 1080, même si c'était peut-être pas forcément adapté. Donc voilà, on passe au dernier jeu. On se retrouve sur Mortal Kombat. Donc là, par contre, le jeu est pas super fluide. Il manque des choses à l'écran. On a l'impression qu'il manque des informations, des images. Comme si on était en 25 FPS au lieu de 60. C'est un peu bizarre. Donc, c'est un peu bizarre. Là, on sent c'est très... Il manque des images. Comme si on était ouais, plus à 20 FPS. C'est un peu bizarre. Normalement, le jeu est censé être plutôt bien fluide. Là, il manque des choses. Alors, un peu particulier. On sent, voilà, là, c'est vraiment un gros jeu. Hop. Et que là le téléphone galère un peu. Surtout que là, forcément, il est un peu chaud. Donc là, en plus, ça montre un peu les problèmes. Là, sur ce jeu-là, qui est plutôt consommateur d'énergie. Donc là, on peut voir. Mais comme si, voilà, il manque, on dirait qu'on est un peu à 20 FPS. Donc c'est pas terrible. Je l'ai vu plus fluide que ça en tout cas. Donc bon, c'est pas génial. Là voilà, là on a l'exemple typique du fait que le jeu a un petit peu de mal sur ce processeur, il est un peu limité. C'est un peu dommage. Alors que dire sur ce téléphone, sur ce Huawei G8 ou GX8? Eh bien c'est un téléphone qui malheureusement il est très bien, sauf que toute la partie processeur ne me permet pas au téléphone d'être vraiment très bon pour son prix. Là où on avait un Mate S qui était, malgré son processeur un peu faiblard, un peu milieu de gamme, et avait une très bonne expérience utilisateur, là on se retrouve avec un processeur qui casse tout en fait, toute l'expérience utilisateur. On peut voir en jeu qu'il y a certaines choses où il va être un peu moyen, et là, au niveau de moi de l'expérience utilisateur, de tous les jours, réseaux sociaux et tout, je les ai sentis les problèmes et tout. Donc ça c'est le problème, c'est que Qualcomm avec le S615 c'est complètement foiré, enfin là c'est même pas le S615, c'est le S616, et c'est complètement foiré, mais sur toute la ligne. Et là on se retrouve sur un processeur qui malheureusement ne tient pas le coup, il est vraiment pas très bon, mais
il vient se caler en fait en dessous du Mate S. Ils ont été obligés de prendre le S615 parce qu'il est moins bon que le Kirin 935, mais ça se sent trop. Et le problème, c'est que le S615, comme il est raté, bah là, ça se sent sur les performances de l'appareil. Malgré ce que dit PC Mark, moi, j'ai vraiment été déçu. On le sent au fur et à mesure des jours, en fait, on le sent qui perd en performance, mais vraiment de façon catastrophique. Et on va dire que dans la vie de tous les jours, les gens les moins qui demandent le moins, qui cherchent surtout le design, vont être ravis de ce téléphone. Ceux qui demandent vraiment une expérience utilisateur irréprochable à ce prix, ce sera pas ce téléphone-là qu'il faudra prendre. Et moi, je suis déçu parce que c'est un Huawei qui, en termes de design, voilà, est plutôt réussi. Il change un petit peu au niveau des codes qu'ils ont actuellement. On retrouve quand même la signature Huawei, mais il y a des choses qui changent et qui fait que le design est plutôt sympa. Le côté qui fait qu'il est plus arrondi que les autres le rend attrayant, je trouve. En plus de ça, dans l'ensemble, il offre des bonnes performances, hein, que ce soit au niveau de l'écran, de l'appareil photo, de la musique, etc. Il offre des bonnes choses, mais le processeur, l'expérience utilisateur, n'est pas aussi agréable qu'elle devrait l'être avec ce processeur. Alors, il est possible qu'avec les futures mises à jour, ça s'améliore, mais aujourd'hui, c'est perfectible. Et ça me saoule parce que c'est un téléphone que, au-delà de ça, j'apprécie. Et je suis dégoûté là-dessus. Reste à voir avec EMUI 4.0, est-ce que ça arrivera à rattraper ce problème-là? Je ne sais pas. Mais c'est voilà, je suis déçu parce que c'est juste une petite chose. On dit oui, le processeur, ça fait pas tout, blablabla, blablabla. Bah, ça fait pas tout, mais ça fait l'expérience utilisateur quand même. Parce qu'un processeur qui ne suit pas très bien, qui ne sait pas très bien se gérer, ça offre des soucis comme ce que j'ai eu de mon côté. Et quand on sort d'un Mate S, ou même du Oppo, qui lui arrive à le gérer à peu près, ou même d'autres téléphones, même le quand en fait. Parce qu'en gros, que j'explique, c'est qu'en même temps, moi, j'ai mes deux téléphones sur moi. Donc j'ai mon Redmi Note avec le Helio X10, qui lui marche très bien, et à côté, j'ai le Huawei G8, que j'ai eu juste après le Mate S. Hein. C'est-à-dire j'ai fait un échange au moment de le rendre, et j'ai pris le G8. Et la différence, elle est vraiment flagrante, même pour écrire, et vous l'avez vu un petit peu, mais c'est pas le pire, là, encore ça allait. Et le problème, c'est que c'est un test, c'est en vidéo, c'est un peu plus compliqué à montrer. Mais en journée, mais oh là, il y avait des moments, j'écrivais, il m'oubliait des mots. Ou alors, quand je faisais le truc, le fil n'arrivait pas à suivre. Et c'est pas un problème de l'écran est réactif, mais c'est le processeur qui n'arrive pas à suivre. Et les claviers, eux, ils ont tendance à montrer parfois quand le processeur commence à être perfectible. C'est eux qui demandent le plus de réactivité. Et là, ça sentait que ça n'arrive pas à suivre. Et ça sent tout de suite, hein, je passais d'un téléphone à l'autre, bah, je sentais tout de suite les performances qui étaient différentes, une latence énorme. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, après, c'est une latence parce que j'utilise Swipe, qui a l'air de consommer plus que si on écrit les touches une par une. Mais voilà, c'est important, j'appuie beaucoup là-dessus, mais c'est super important parce que c'est l'expérience utilisateur qui s'en trouve amoindrie, quoi, c'est ça. Donc c'est le problème et je suis dégoûté. Donc malheureusement, voilà, il faudra faire, pour ceux qui sont intéressés, il faudra conjuguer avec ce petit problème-là en se disant que peut-être ce sera réglé dans une future mise à jour. J'ai déjà remonté ce problème, donc il faut espérer qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Petite information au passage, pour ceux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo, c'est que le téléphone, alors il s'appelle G8, mais il va se renommer GX8 prochainement, parce que la gamme va être divisée en deux, donc GX et GR, donc si vous voyez Huawei GX8, de toute façon c'est montré dans la description, c'est comme ça que là vous comprenez pourquoi il est marqué entre parenthèses, GX8, parce que voilà, GX8 pour le bon rapport qui a été pris entre performance et design, il y aura le GR, la gamme GR, qui sera eux plus axé performance et moins design, donc sûrement du plastique à la place. Voilà, petite information au passage pour terminer cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur Androgames pour un prochain test. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Androgames.fr.